Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Aujourd'hui, 1er mai, les centrales syndicales du Mali ont fêté cette journée de travail. Défilé des travailleurs, meeting d'information, conférences, débats ont été les temps forts de cette célébration. Ce soir, la rédaction fera un zoom sur les vigiles, mais également sur les contrôleurs aériens. Le point commun entre ces deux métiers, c'est qu'ils assurent tous la sécurité des personnes. La viande d'âne découverte dans la région de Ségou a été détruite hier par les responsables du ministère de l'élevage. Ils ont ensuite demandé à la population à plus de vigilance. Dans ce 20h, nous allons découvrir le fort de Médine, l'un des plus impressionnants ouvrages militaires de la période coloniale. Le fort de Médine se trouve dans la région de Caille. Voilà pour le sommaire, restez avec nous. Le développement, c'est dans un court instant. Nous sommes le 1er mai et c'est la fête du travail. C'est par son traditionnel défilé que l'Union nationale des travailleurs du Mali a fêté le 1er mai. Le secrétaire général de l'UNTM, Yacouba Katile, a saisi l'occasion pour évoquer certains acquis. Cependant, certaines revendications restent tout de même insatisfaites. On en parle avec Bourama Traoré. C'est l'image de ce 1er mai 2016. 36 mois sans salaire, c'est ce qu'on peut lire sur cette banderole des travailleurs de la Somapile. Pour eux, la fête du travail a un goût amer. À leur suite, les autres syndicats affiliés à l'UNTM ont défilé. L'événement annuel est perçu comme une opération de séduction par les différents services qui étalent leur savoir-faire. Au plan des acquis, la centrale syndicale a obtenu l'augmentation de la valeur indiciaire et la réduction de l'ITS de 8%. Cependant, l'UNTM s'insurge contre certains mots qui minent l'administration malienne. L'UNTM réclame la dépolitisation de l'administration, de la diplomatie, de la justice et même de l'armée afin que la compétence, les mérites soient de rigueur dans les nominations. Le patron de la centrale syndicale est formel. Un syndicat est créé pour défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres. Un rappel jugé nécessaire au regard de certaines dérives constatées. Comme le souligne clairement Yacouba Katile, le syndicalisme et la politique ne font pas bon ménage. Autant tout citoyen a le droit de participer aux affaires de la nation par le truchement du parti politique de son choix, autant tout travailleuse et travailleur a le droit de respecter les dispositions statutaires et réglementaires lui interdisant de mener de front les activités syndicales et les activités politiques. Par ailleurs, l'UNTM va bientôt déposer un nouveau cahier de doléances sur la table du gouvernement. Et elle dit croire à la force du verbe pour améliorer davantage les conditions de vie des travailleurs. Pour le gouvernement, la centrale syndicale est un bon partenaire social. Nous avons en effet cheminé avec vous pendant cette grande crise dans un esprit d'ouverture, de compréhension, d'échange, de communication surtout, et ceci nous a permis, avec vos camarades, d'évoluer sur certains points jusqu'à obtenir satisfaction. Malgré la forte chaleur, les travailleurs ont tenu bon, mais difficile d'évaluer le nombre de sachets ou bouteilles d'eau utilisés. Pas de défilé à la CSTM cette année. En lieu et place, la centrale syndicale a organisé un meeting d'information à l'endroit de ses militants. Corruption, licenciement abusif de travailleurs, tels sont entre autres mots dénoncés par la CSTM. Alocénie Touré a également suivi ce meeting pour nous. C'est une CSTM très mobilisée et passablement remontée qui célèbre en ce 1er mai la fête des travailleurs. Une fête qui arrive au moment où la CSTM entre en négociation avec le gouvernement dans le cadre d'une plateforme de revendication qui fait l'objet d'un préavis de grève. Toutefois, Hamadoun Amion Guindo estime qu'il y a eu beaucoup d'acquis. Au titre des acquis,
Nous pouvons citer entre autres l'annulation de la mutation dans les régions des syndicalistes de la Direction nationale de la géologie et des mines, le reversement des salaires suspendus de 2 de nos camarades de la police, même si cette suspension a encore repris, l'augmentation du SMIC de 50%, l'augmentation de 20% de la valeur indiciaire et de la pension des retraités de la Caisse malienne de sécurité sociale, l'augmentation de 5% de la pension des retraités de l'INPS, la levée des suspensions illégales et l'annulation de la décision de licenciement de 11 travailleurs syndicalistes de la CEMOS et du rappel de leur salaire. Cependant, le secrétaire général relève une attitude peu conciliante du partenaire gouvernement, notamment dans le processus de négociation. Aussi, le responsable de la CSTM a demandé aux militants d'être plus que jamais mobilisés pour faire aboutir les points de revendication. Il y a assez de défis à relever, comme dans toute vie sociale, comme tous ceux-là qui prétendent à mieux être. Nous estimons qu'il y a assez de défis, mais nous sommes engagés et nous avons pris, comme vous l'avez constaté, l'avis de l'ensemble de nos participants à ce meeting-là, qui sont engagés effectivement à accompagner, à défendre avec le comité exécutif les revendications ainsi posées au niveau du gouvernement et du Conseil national du patronat. Le licenciement des travailleurs des mines et la situation peu reluisante des travailleurs menacés des chemins de fer figurent également parmi les points chauds. La Confédération malienne du travail, CMT, a célébré ce 1er mai par une conférence sur le devoir des forces syndicales et l'inauguration de son nouveau siège alloué à la centrale par l'État malien. Reportage à Fademba Keita. La Confédération malienne du travail, CMT, est une centrale syndicale essentiellement dédiée au secteur informel. Elle est principalement constituée de travailleurs non salariés. Ceux-ci représentent 80% de la population du pays. Les syndicalistes ont donc profité de la célébration de la fête du travail pour édifier leurs militants sur le rôle qu'ils doivent jouer pour la bonne marche de leurs activités. D'où le choix du thème « La situation des forces syndicales au Mali et leur rôle dans le développement économique, politique et social du pays ». Pour un syndicat n'est pas créé seulement pour la revendication catégorielle. On crée un syndicat pour le bien-être du pays. Le syndicat doit aider le gouvernement et le gouvernement doit travailler avec le syndicat, essayer de défendre ce programme. Un des temps forts de cette journée a été l'inauguration du nouveau siège de la CMT avec la douzaine de bureaux qui le composent. L'offre est du gouvernement malien. Après avoir remercié l'État pour ce geste, les syndicalistes précisent qu'ils ont d'autres visions et préoccupations. L'une des préoccupations, c'est trouver les voies et moyens pour la formation de nos militants du secteur informel. Et nous sommes une centrale qui est essentiellement dédiée au secteur informel. Donc il faut que ces gens soient formés. Madame la ministre de la Culture n'a pas manqué de rappeler aux travailleurs syndicalistes de la CMT le message lancé par le président de la République à l'occasion de ce 1er mai. Le président de la République, M. Ibrahim Boubacar Keïta, lors de son intervention, disait, je cite, « Il me plaît d'adresser mes vives félicitations et mes chaleureux encouragements à l'ensemble des travailleurs de notre pays. Je saisis également cette opportunité pour saluer leur sens aigu de la responsabilité et leur extraordinaire capacité de résilience aux graves épreuves que notre pays vit depuis maintenant plusieurs années. » Fin de citation. En substance, je voudrais retenir avec vous les efforts conjugués inlassablement par toutes les parties pour que le bateau Mali voit ses intérêts supérieurs défendus par tous. Les œuvres d'art des artisans et les prouesses des hommes et des femmes du monde rural exposées dans les différents stands ont émerveillé la responsable chargée de la culture et de l'artisanat qui avait à ses côtés des membres du cabinet du ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord. Également annoncé dans les titres pour la fête de travail ce soir, la rédaction a décidé de rendre hommage aux vigiles. Ils sont devant nos maisons, à l'entrée des services ou des commerces. Leur mission, c'est d'assurer 24 heures sur 24 la sécurité des personnes et de leurs biens. Et au Mali, nous comptons près de 150 sociétés de surveillance et de gardiennage. Quelles sont exactement leurs missions? Quels sont les avantages et les dangers de ce métier? Ces hommes et ces femmes, qui sont-ils? Autant de questions que nous essayons de répondre dans ce dossier de Nyanya Loutraoré. La fonction de vigile est en plein essor dans notre pays depuis un certain moment. Ici, nous sommes à Kinzambougou, exactement au siège d'une société de gardiennage. La SOMAGES
est sur l'étendue du territoire malien. Il y a environ 2000 agents actuellement. Voici Tonka Touré qui s'apprête à prendre service. Il exerce chez un particulier. Bala Sissoko est lui aussi vigile en poste devant un grand service public. Cette haute société est aussi présente sur le marché. Elle est dirigée par une femme. Nous ne pouvons pas donner, c'est-à-dire la sécurité à tout ce monde. Donc on a eu l'idée quand même de créer une société de sécurité pour vraiment supplier là où il ne peut pas faire quelque chose. Seydou Kanouté et Bourama Traoré font figure de vétérans dans ce métier au sein de leur société. Né le 11 novembre 1993, nafa bala pasiene so sorala. Bonye connaissance ou fana sora kono kosobe minu kera sababu mayima. Nya damina ina samwani sigi. Geleya bara parce que Mali kono gardien de saraka dokoni betaille. Les vigiles sont exposés. Pour mieux se protéger, ils ne disposent pas par exemple d'armes à feu. À la date d'aujourd'hui, on a des détecteurs de métaux, on a des talcues, on a des sifflets et puis on a d'autres équipements. Les textes, en fait, ne prévoyaient pas le port d'armes. On est en train de réviser ces textes-là pour voir comment, avec tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut prendre comme disposition pour que les vigiles puissent se défendre. Après, les forces de l'ordre, c'est les vigiles qui sont là. Nous lançons un appel au ministère de tutelle de nous aider pour la formation. Aussi de veiller à ce que ceux qui sont dans le métier, qui respectent la loi sur le gardiennage. Compte tenu de toutes ces raisons, le métier doit être plus valorisé selon le sociologue Baye Diakité. En général, les gens pensent que, comme on dit à Mamara, donc normalement, c'est les forces de sécurité qui devraient faire ça. Et surtout, ils ne sont pas bien payés. Il ne faut pas se leurrer. Alors qu'ils assurent la tranquillité des gens. C'est eux qui permettent à beaucoup de gens de dormir tranquillement. Ils ont au moins un jour de repos. Ils ont un mois de congé annuel. Ils sont affiliés à l'INPS. Nous sommes en règle vis-à-vis de l'État. Au Mali, on compte actuellement plus de 200 sociétés de gardiennage. Elles relèvent toutes du ministère de la Sécurité intérieure. La loi leur interdit d'intervenir sur la voie publique, contrairement aux agents de force de l'ordre. Ils ne sont autorisés à exercer que sur leur lieu de travail. Le port de l'arme de ces agents-là est prévu et réglementé par l'article 15 de la loi de 87 qui dit que les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, peuvent être armés d'armes de 2e et de 3e catégorie dans les conditions légales en vigueur. Notons la présence des femmes dans le domaine. Et d'après le sociologue Baye Diakité, la fonction de vigile a encore de beaux jours devant elle. Mais ce qu'il faut, il faut assainir le milieu. Puisque si on ne le fait pas, l'effet escompté ne sera pas obtenu, puisque c'est des gens qui pensent qu'ils sont mal payés, ils ne vont jamais se donner. Donc, mieux vaut bien les former, les bien sensibiliser, les intégrer, pour bien les maintenir. Retrouvons Tonka Touré, notre vigile de maison. Il est 17h et c'est jusqu'à 6h du matin que son service prendra fin. Quelques contraintes en tout cas, mais comme on le dit si bien, à chacun son métier. Ils ont entre leurs mains la vie de tous les passagers des avions, mais aussi celle des pilotes, commandants de bord, stewards et autres hôtesses de l'air. Pourtant, ils sont peu connus par le grand public. Sur Ibrahim Keïta a ciblé 2 d'entre eux à la faveur de la fête du travail. Clin d'œil sur Doumbia Adama Dambélé et Youssouf Baya, profession contrôleur aérien. Aéroport international président Modibo Keïta Sénou ce vendredi 29 avril 2016. La tour de contrôle dans le viseur du radar du 1er mai, fête du travail. Au peigne fin, 2 agents à vocation diverse au destin commun.
En général, le service commence à 14 h. On commence par la checklist, c'est-à-dire c'est de vérifier l'état de fonctionnement des équipements et on travaille toujours en équipe. Je travaille en position contrôle en route. Alors, le service a commencé à 7 h et habituellement, quand je suis de service, je quitte la maison vers 6 h et pour prendre service à 7 h moins un quart. Au départ, je suis venu là-dedans comme ça. Il y avait un besoin d'emploi. Chaque jour qui passe dans l'exercice de mes fonctions, de plus en plus, je sens que ça devient plus intéressant pour moi. Je l'ai choisi parce que c'est un métier que je voulais et je voulais faire un métier qui est hors du commun. Parce que ce métier, on a beaucoup de stress, mais il n'y a pas de routine. C'est un métier difficile du moment où le contrôleur, chaque jour, on a entre nos mains la vie de beaucoup de personnes. Donc, on a beaucoup de choses à gérer en même temps. Il y a les appels téléphoniques, il y a les messages des pilotes et on doit faire d'autres choses à côté. Donc, au moindre faux pas, 2 avions peuvent se percuter. Donc, ça, c'est la catastrophe qu'il faut toujours éviter. Je vous avoue que la chose qui me dérange dans ce métier, c'est le fait que l'oubli n'est pas permis. Alors, tu es en train de travailler, il y a ton collègue, par exemple, de Dakar qui t'appelle pour te faire une coordination, un avion qui est en train de rentrer dans ton espace. Ce n'est pas permis que tu oublies cet avion. Alors, tu l'oublies, entre-temps, tu peux avoir un autre avion qui évolue dans la direction opposée, et là, c'est des catastrophes. Sierra Victor 823 from Bamako to Tombouctou, flight level 210. Le boulot du contrôleur aérien est organisé en service de car. Actuellement, nous avons 3 équipes qui tournent, qui font un roulement continu. C'est un métier de grande responsabilité parce que nous avons la vie de tous les passagers qui sont dans les avions. Le commandant de bord, lui, il a la vie des passagers qui sont dans son avion, mais nous, on a la vie de tous les passagers qui sont dans tous les avions, qui sont dans notre espace à un certain moment donné. Le stress, un débutant ne peut pas gérer le stress. C'est avec l'âge qu'on gère le stress. Le contrôleur doit être en parfaite santé, il doit avoir une bonne vision, il ne doit pas être daltonien et il ne doit pas avoir un œil en relief ni un défaut physique très grave. Et il doit parler correctement l'anglais. Dans tout boulot, quand on a la conscience, et ça nous permet d'aller loin. C'est un métier qui est valable aussi pour les hommes que les femmes. Il n'y a pas de différence de sexe et je suis sûre que le sexe ne va pas retenir quelqu'un pour être un bon contrôleur. Au total, 19 contrôleurs aériens au Mali, 410 sur l'espace à Segna, bientôt à la hausse pour atteindre 850 à l'horizon 2021, après formation à Niamey au Niger. Normalement, il faut au moins 4 à 6 équipes par jour pour pouvoir travailler. Parce que si, vu le trafic actuellement à Bamako, nous avons à peu près 70 mouvements par jour. Et si un seul contrôleur va s'asseoir, faire 7 heures de temps assis pour contrôler tous ces avions, c'est très fatigant. Avec le radar qui arrive, le contrôleur il va voir les plots sur le radar, donc il va voir les avions, ce qu'il intégrait dans la tête et en mettant les informations sur les bouts de papier pour les procédures. Maintenant, il va continuer à le faire parce qu'on va toujours faire le contrôle par procédure, mais il va avoir en plus de ça la surveillance, il va voir les avions évoluer. Et ça va agrandir la sécurité. Aujourd'hui, contrôle par procédure, sans avion sur écran radar, époque bientôt révolue. Avec cet arsenal flambant neuf en installation, de quoi donner plus de motivation à nos 2 héros de ce 1er mai. Rappelons que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à l'occasion de ce 1er mai, fête de travail, a adressé hier soir ses vives félicitations et ses chaleureux encouragements à l'ensemble des travailleurs de notre pays.
Je saisis cette opportunité pour saluer le sens aigu de la responsabilité des travailleurs et leur extraordinaire capacité de résilience aux graves épreuves que notre pays vit depuis maintenant plusieurs années, a poursuivi le président de la République. Malgré un environnement économique mondial très défavorable, nous avons pu conduire un dialogue social permanent et constructif avec les organisations syndicales et patronales. Il faut se réjouir de cette prouesse et continuer de rechercher avec sérénité, patriotisme et intelligence les compromis dynamiques qui préservent la paix sociale et garantissent une croissance économique soutenue. L'État dont je suis le garant respectera absolument tous ses engagements vis-à-vis du monde du travail et œuvrera sans relâche à l'amélioration substantielle des conditions de travail et de vie. Le gouvernement continuera en pleine cohérence avec mes orientations de mener des actions vigoureuses et novatrices à l'effet d'élargir le champ des opportunités d'emploi et d'aider à résorber le chômage des jeunes, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. À cet effet, ensemble, il nous faut davantage réussir à casser la dangereuse tentation, celle qui jette sur les routes et les mers en direction du Sahara et de l'Europe une frange importante de notre jeunesse tentée par l'aventure et la facilité. Enfin, il me plaît de saluer l'engagement des travailleurs du Mali à soutenir fermement le processus de paix et de réconciliation nationale dans lequel notre pays est engagé avec l'accompagnement de la communauté internationale et le concours si précieux de tous les acteurs de la vie nationale. Je ne voudrais pas passer sous silence l'élan de solidarité, de sympathie et de compassion dont ma modeste personne a bénéficié de la part des travailleurs de notre pays à l'occasion de l'épreuve personnelle que je viens de traverser. Je les en remercie du fond du cœur. Enfin, je renouvelle aux travailleurs du Mali mon engagement personnel, celui du Premier ministre et du gouvernement de la République, à préserver la paix sociale et à ne ménager aucun effort pour créer un environnement social et économique stable, durable et favorable à l'épanouissement des travailleurs. Bonne fête du 1er mai, que Dieu bénisse le Mali, conclut le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et dans des communiqués déposés à notre rédaction, le Rassemblement pour le Mali RPM, à la Convergence pour le développement du Mali CODEM, à l'Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba, le comité exécutif central du parti Yelema et l'Union pour la République et la démocratie URD rendent hommage à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses pour les résultats obtenus de haute lutte syndicale et leur souhaitent une excellente fête. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a effectué ce week-end une tournée en 3e région. Objectif, évaluer le potentiel pastoral et halieutique de la région. Le ministre a visité les réalisations effectuées dans le cadre de projets de gestion durable du bétail ruminant endémique dans la localité de Madina Djassa et la ville de Bougouni. Envoyé spécial à Gali Aguissa. À Madina Djassa, localité située à 105 km de Bougouni, le ministre est venu constater des visites les réalisations effectuées dans le cadre de la mise en œuvre du projet B, projet de gestion durable du bétail ruminant endémique. Parmi les actions réalisées figure la refondation du troupeau de races bovines Dama qui compte environ 300 têtes, la restauration du parc multifonctionnel construit il y a plus de 30 ans, la construction de 2 autres parcs mobiles ainsi que 2 forages. Le centre aujourd'hui connaît un certain nombre de difficultés qui entravent vraiment la mise en œuvre des activités. Le manque de financement. Nous avons une inscription sur le budget national, mais qui ne prend pas en compte les personnels d'appui. La mission du centre, c'est de conserver le bétail ruminant endémique. Par bétail ruminant endémique, il faut attendre le bovin d'Ama, la chèvre naine du Sud et le mouton jalonké. Autre installation visitée, les services locaux des productions et industries animales et la mini-laiterie de Bougouni. À Sikasso, le ministre est rendu à la ferme piscicole de Boubacar Diallo et la ferme d'embouche bovine de Abdul Kader Dambélé. Le promoteur Dambélé a un troupeau de 32 vaches laitières avec une capacité de production de 47 à 120 litres de lait par jour. Nous avons un déficit de capacité d'intervention sur le terrain. Ça a été dit un peu partout. Les structures d'encadrement de notre département manquent réellement des moyens, que ce soit en personnel, matériel et financier. La mission qu'on nous a confiée va exiger de nous de faire un plan d'urgence de réhabilitation de nos capacités d'intervention sur le terrain. Le ministre a également visité les bureaux de la direction régionale des vétérinaires et la direction régionale des productions et industries animales.
Le ministre des Domaines, de l'État et des Affaires foncières, lui, était en 4e région pour animer un meeting à Saint. Les échanges ont porté sur les questions foncières. Reportage Candicila. Escale à Bla, puis accueille un meeting à Saint. Les membres de l'association pour le Mali, APEM, se sont fortement mobilisés pour accueillir le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, non moins président de l'association. Au cœur de ce meeting, la problématique foncière au Mali. Ainsi, à travers des témoignages, plusieurs préoccupations ont été évoquées. Des problèmes liés au titre foncier, à des expropriations, en passant par l'épineux problème lié au pâturage ou à des terres agricoles. Nous sommes en train de viser à instaurer une certaine règle d'annulation systématique de tous les papiers émis par fraude. Donc nous les retirerons de l'ordonnancement juridique parce que c'est eux qui polluent l'atmosphère. Ce sont ces papiers qui sont en train de créer la rupture sociale. Et il ne faut pas qu'on aille à cette rupture. Il y a des réformes, la réforme foncière. Nous sommes en train de mettre en place le cadastre. Nous sommes en train de voir comment créer des espaces juridiques sécurisés autour des villages pour que certaines terres ne puissent plus être données par n'importe qui. Pour le ministre Bathily, il faut, en ce temps-ci, un éveil de conscience pour venir à bout de la problématique foncière, tant les habitudes sont tenaces et il appartient à chacun de jouer sa partition. Élus et surtout la société civile, sans qui le changement souhaité et prôné par les autorités ne saurait se réaliser. Vous êtes certainement au courant de l'abattage d'ânes à Kolongo dans la région de Ségou. Eh bien, la viande des 390 ânes abattus a été détruite par les responsables du ministère de l'élevage hier samedi. Les membres de la commission ont ensuite demandé à la population à plus de vigilance pour mettre un frein à cette pratique. On en parle avec Fousseni Samaki. En mettant le feu à ces 37 sacs de viande séchée, 390 carcasses et abats issus d'ânes dans la zone de Kolongo, les acteurs du service vétérinaire voulaient non seulement détruire ces produits impropres à la consommation humaine, mais aussi lancer un appel à la vigilance au niveau des populations. La race Assine ne fait pas partie des espèces animales bouchères en République du Mali selon les spécialistes. Tous ces produits issus de l'abattage de ces 390 ânes sont saisis parce qu'ils sont impropres à la consommation. La loi a été violée, celui qui l'a fait n'est pas autorisé à faire le métier de boucher. Ces viandes présentent un danger pour la santé publique. On doit les saisir et les détruire. On mange la viande que l'on veut, mais seulement il faudrait que les règles d'hygiène soient appliquées. Donc ce n'est pas parce qu'on est contre la consommation de telle ou telle viande que nous avons procédé à cette opération, mais non, mais c'est les conditions d'hygiène. Le ministère est déterminé à mettre un terme à ces pratiques. L'heure est donc à la vigilance pour que de telles viandes impropres à la consommation ne terminent pas leur course dans nos marmites. Parlons également de ce forum sur la paix et la réconciliation qui se tient à Tessit dans la région de Gao. L'objectif est d'informer et de sensibiliser la population de cette localité sur l'importance de la sécurité, la consolidation et la préservation de la paix à travers les leaders communautaires. Le compte-rendu de Boubacar Bablin-Touri. D'une population estimée à plus de 16 000 habitants, dont 5 600 réfugiés et déplacés, la commune rurale de Tessit dans le cercle d'Ansongo a raison de s'engager pour la paix. Ce forum organisé par l'ONG Vibon et la commune sur financement de CARE et BMZ Allemagne a permis d'élaborer le mécanisme facilitant le retour de ces fils du pays tout en créant pour eux un cadre de paix à travers la reconstruction socio-économique et la réinsertion de ces réfugiés. Bref, les 2 jours de forum dédiés à la paix et à la réconciliation de Tessit auront brisé les obstacles. L'objectif recherché à travers ces forums, c'est de réconcilier les esprits. Il y a toutes les ethnies à Tessit, mais nous avons découvert que vraiment c'est des ethnies qui se comprennent. C'est des gens qui essayent de résoudre leurs problèmes avec le dialogue. L'atteinte de ces objectifs passe par le respect d'un consensus. C'est pourquoi les 20 chefs de village et fractions qui composent la commune de Tessit se sont engagés dans une charte. Veiller à la multiplication, à la gestion consensuelle, de la mise en place transparence des comités de gestion des points d'eau de la commune, la gestion rationnelle des ressources naturelles, appliquer rigoureusement la charte pastorale,
négocier et résoudre tous les différends pouvant opposer les communautés par un dialogue. Ce que nous souhaitons, que d'autres encore forums suivent celui-ci pour encore renforcer. Mais je crois que cela a des impacts, surtout quand ce qu'on a recommandé est pris en compte. Comme pour dire que la paix s'installe à nouveau dans la localité de Tessit. La première session 2016 de la Cour d'assises s'ouvre demain, lundi 2 mai, à la Cour d'appel de Bamako. Pour cette session qui se déroule jusqu'au 31 mai, 150 dossiers sont inscrits au rôle, dossiers qui concernent 223 accusés. La priorité a été donnée aux détenus sous mandat de dépôt pour qu'ils soient fixés sur leur sort. La nature des infractions est relative à des tentatives aux atteintes aux biens publics, faux et usage de faux et vol qualifié. Pour plus de précisions, Sira Bachili a approché l'avocat général près la Cour d'appel de Bamako, Mohamed Maouloud Najim, que nous vous proposons d'écouter. Nous avons pu mobiliser 150 dossiers qui seront jugés du 2 mai au 31 mai. Sur les 150 dossiers, il existe 223 accusés. Et sur les 223 accusés, nous comptons 114 détenus, c'est-à-dire 114 qui sont sous mandat de dépôt. Et nous avons relevé 11 dossiers d'attentats contre la République et contre les institutions de la République. À côté de cela, il y a également 4 dossiers d'atteinte aux biens publics qui mettent en cause des détournements portant sur des centaines de millions. Ensuite, il y a également au rôle 9 dossiers de faux et usage de faux en écriture publique. Également au rôle figurent 26 dossiers de vol qualifié. Les 26 dossiers de vol qualifiés sont assez souvent combinés à des cas d'association de malfaiteurs ou de détention d'armes et de munitions. La justice est rendue au nom du peuple malien et qu'il serait donc heureux que les salles d'audience ne désemplissent pas. La cour d'assises s'ouvre donc demain lundi à la cour d'appel de Bamako. Le grand public y est invité. Demain, 2 mai 2016, c'est l'ouverture officielle également de la campagne Hajj 2016. À cette occasion, le ministre des Affaires religieuses et du culte a accordé un entretien à notre reporter Mamadou Fani. C'est un coût toujours au-dessous de la moyenne de l'année dernière, 2 millions, je crois, 625. La filière gouvernementale, pour l'année dernière, a fait l'un des meilleurs pèlerinages. Cette année, et là c'est une instruction du président de la République, par le Premier ministre, et donc nous avons tenu un colloque sur une réflexion sur l'organisation du Hajj. Et cela a entraîné donc la prise de certaines décisions, parmi lesquelles l'élaboration d'un cahier de charges différent de celui que la direction du tourisme impose à ses agences de voyage. Donc un cahier de charges propre à ceux qui veulent aller dans le secteur du pèlerinage. Un aspect aussi d'innovation et qui serait obligatoire, c'est le passeport biométrique. Et ce passeport donc va exiger à l'ensemble des pèlerins, et surtout ceux qui sont avec la filière privée, d'être présents physiquement. Parce que cela demande l'empreinte digitale du bénéficiaire, etc. Le quota n'a pas changé, c'est toujours 9000 au regard des différents travaux qui sont en train de se faire, etc. Et nous pensons certainement cette année, lorsque nous aurons les éléments corrects d'appréciation de la satisfaction de ce quota par nos agences, alors donc nous pourrions aller dans une perspective d'augmentation de ce quota qui doit être quand même en ratio avec la population malienne. Le ministre des Affaires religieuses et du culte a l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que les frais de pèlerinage au lieu saint de l'islam pour la campagne 2016, filière gouvernementale, sont fixés à 2 625 000 francs CFA. Les inscriptions se feront du 2 mai au 31 juillet 2016 à la maison du Hajj, sise dans l'enceinte du Centre culturel islamique de Hamdalaï Bamako, dans les cercles et les missions diplomatiques et consulaires du Mali à l'étranger. Passé ce délai, aucune inscription ne sera autorisée. Les différentes formalités s'effectueront au guichet unique de la maison du Hajj. Par ailleurs, il est rappelé aux agences de voyage que la présence physique des candidats au pèlerinage est obligatoire pour toute demande d'établissement de passeport biométrique. Les renseignements complémentaires feront l'objet de communiqués ultérieurs.
La communauté rwandaise résidant au Mali a commémoré l'anniversaire du génocide de 1994, un anniversaire qui a donné l'occasion à la jeunesse rwandaise de s'informer une fois de plus sur ces crimes. Les jeunes ont aussi écouté avec intérêt les conseils des aînés pour le développement de leur pays. Adama Koulibaly. Ils sont de la communauté rwandaise du Mali. Accompagnés par leurs amis d'autres pays, ils sont sortis pour célébrer le génocide perpétré au Rwanda en 1994. 100 jours moroses et pluvieux, des enfants, des femmes, des hommes, des handicapés, des personnes âgées ont été pourchassés, jour comme nuit, pour ce qu'ils étaient. Le thème de réflexion de cette année est « Commémorons le génocide contre les Tutsis en luttant contre l'idéologie du génocide ». Le thème avait comme contenu des projections sur le lancement des activités de la 22e commémoration du génocide par le président rwandais Paul Kagame. Des témoignages des personnes qui ont vécu le drame en 1994 ou qui, après ce génocide, ont visité ces pays. Permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage vibrant au gouvernement malien pour avoir ouvert les portes à la communauté rwandaise et pour votre accueil bien chaleureuse. J'aimerais aussi remercier toute la communauté internationale réunie aujourd'hui. Le président de la République du Mali, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, m'a demandé d'être parmi vous, son représentant pour cette cérémonie de commémoration du 22e anniversaire du génocide. Ce devoir de mémoire que vous appelez Kwibuka nous offre donc l'opportunité de marquer ici l'engagement solennel du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien à s'investir ici en Afrique, mais aussi ailleurs, pour que plus jamais une telle tragédie, une telle horreur, une telle barbarie ne se produise en Afrique. La coordination des réseaux africains de l'économie sociale et solidaire revient à notre compatriote Madani Koumaré et c'était lors de la 4e rencontre du réseau africain, des travaux au terme desquels les acteurs africains recommandent la prise en compte de la dimension économie sociale et solidaire dans les différentes initiatives de renforcement de la décentralisation et de la régionalisation. Le reportage de Moïse Traoré. La 4e rencontre des réseaux africains d'économie sociale et solidaire, RAS, se boucle avec le passage de témoins du Maroc au Mali. Désormais, c'est notre compatriote Madani Koumaré qui coordonne les réseaux africains. Nous sommes tous encore solides, réunis ensemble pour faire avancer l'économie sociale et solidaire en tant que vecteur de la forte résilience de nos peuples. Nous avons choisi ce thème-là justement pour magnifier la détermination des acteurs de l'économie sociale et solidaire d'œuvrer avec nos institutions pour démontrer que l'Afrique peut être à la mesure de lever les défis. L'économie sociale et solidaire doit être inscrite dans toutes les initiatives de décentralisation et de régionalisation. Ça nous a permis d'abord de lever notre analphabétisme, de lever notre ignorance dans cette matière. On vous a maintenant connu, on a un petit peu saisi les éléments des problèmes qui se dégagent selon la situation et la problématique que vous vivez quotidiennement. C'est pour cela qu'on s'engage devant vous, pour qu'on va poursuivre cette démarche d'accompagnement. Ayons donc cette capacité, disais-je, d'anticipation pour être dans le bon wagon et emprunter le train qui vient à l'heure et toujours à l'heure. Le combat à livrer, c'est-à-dire l'ESS perçu comme une intelligence en termes de créativité, d'innovation, pour répondre à un besoin de solidarité en vue d'une production des biens, services et une meilleure redistribution de la richesse. Outre la création d'un forum des jeunes Africains, ces derniers préconisent l'instauration d'un fonds à eux dédié pour la promotion de l'économie sociale et solidaire. Les travaux de la 2e édition des Journées de l'ingénieur conseiller ont pris fin hier après-midi autour d'un cocktail. Cette rencontre de 2 jours a permis aux ingénieurs, aux responsables d'entreprises et aux décideurs politiques de débattre des sujets importants pour le devenir des bâtiments, des transports et des travaux publics dans un pays en pleine construction. Le point avec Abdraman Maïga.
Les infrastructures transfrontalières au Mali, état des lieux et perspectives, les changements climatiques et la construction, ou encore la problématique de la gestion des ressources en eau et la préservation de l'environnement. Ce sont là quelques sujets abordés par les participants à ces journées de l'ingénieur édition 2016. Ces thématiques ayant fait objet de présentations et de discussions au cours des panels ont permis aux ingénieurs d'être outillés pour prendre une part active dans la conceptualisation des projets de développement au Mali. Ces journées étaient une réussite de par les thématiques qui ont été présentées, qui aujourd'hui sont des thématiques d'actualité pour notre pays, puisque nous sommes en pleine reconstruction. Après tout ce que vous savez, aujourd'hui il s'agit de créer les conditions de développement, de faire des infrastructures, que ce soit les bâtiments, que ce soit les routes, que ce soit les barrages, tout nous interpelle aujourd'hui. Et tous ces thèmes ont été largement débattus par des gens de talent, compétents, qui ont eu à traiter ces sujets. Et cela est source de fierté et ça nous compte beaucoup. En plus des thèmes spécifiques, la rencontre a également permis aux ingénieurs, aux responsables d'entreprises et aux décideurs politiques d'approfondir leurs connaissances sur le rôle de l'ingénieur conseil dans le développement socio-économique du Mali. Et l'année prochaine, il y aura une dimension internationale parce que l'ESM est affilié à deux structures. Une structure faîtière qui est FIDIC et une structure africaine qui est GAMA. Donc nous ferons appel aux experts pour venir discuter de certains problèmes qui, au-delà du Mali, concernent d'autres pays pour qu'on puisse avoir des chances d'expérience. Cette deuxième édition des Journées de l'ingénieur a pris fin par une réception au cours de laquelle des attestations ont été décernées à certaines personnes dont leur engagement a permis à la commission d'organisation de réussir son pari d'organisateur. À Kita, l'adaptation de la petite agriculture paysanne au changement climatique est un volet du projet d'accroissement de la productivité agricole au Mali, PAPAM. Ce projet a mis à la disposition des communautés plusieurs réalisations, dont des biodigesteurs. Les détails avec notre correspondant, Djigia Mohamed Fabrice. Cette visite de terrain avec les autorités administratives, politiques et les services techniques du développement rural se situe dans le cadre de l'information et de la communication pour une meilleure visibilité des activités et infrastructures réalisées par le projet d'amélioration de la productivité agricole au Mali, volet adaptation de la petite agriculture paysanne au changement climatique PAPAM-ASAP dans ces zones d'intervention. Je demande à toute la population de Kita d'adhérer à ce projet qui est très important parce qu'en plus du gaz, il y a le digestateur pour fertiliser les champs. En même temps, les femmes ont moins de pénibilité pour aller chercher du bois. Même en cas de pluie, elles ne sont pas inquiètes. Le système du gaz est très important. Et cette année, 2016-2017, nous comptons mener la phase de démultiplication de Kita vers Kanyaba et Baflavé. Partout où la délégation a passé, elle a constaté des approches, des technologies et des services innovants mis à la disposition des communautés. Ils ont surtout pour nom bas-fonds aménagés, biodigesteurs flexibles, biodigesteurs dôme fixe et foyers biodigesteurs. Le constat qui se dégage, c'est un constat positif. Les familles qui ont bénéficié de ces réalisations sont très satisfaites. Et ces biodigesteurs ont permis de réduire la pression sur les ressources forestières à usage de bois de chauffe et a permis aussi la production de biogaz dans certaines unités familiales et rurales dans ces villages concernés. Financé par FIDA en 2012, PAPAM-ASAP a pour objectif d'appuyer notre pays pour élaborer et mettre en œuvre des politiques et stratégies relatives au changement climatique. Sport football, championnat national de Ligue 1. Hier, à l'ouverture de la 7e journée au stade Modibo Keïta, le CS de Gouolongla a fait match nul avec le stade malien de Bamako, 2 buts partout dans la poule A. Juste après, le COB a dominé la Somme, 3-0 et pris une avance confortable en tête de la poule A. Le résumé de ces deux matchs avec Selagatou Sissé. Le COB creuse l'écart en tête de la poule A avec 16 points à l'issue de la 7e journée en battant la Somme 3-0. Dans ce match, les Olympiens, sûrs de leur force mentale et physique, étouffent les pensionnaires de Missira. Armekou K. Toloba 5e, Djibril Koulibaly 77e et Ibrahima Kone 83e minute se sont passés le témoin. Les hommes de l'entraîneur Sekou Sek savourent le plaisir d'une soirée. Le stade malien de Bamako et les 11 créateurs de Nyarela, respectivement 2e et 3e, sont à 5 longueurs.
Depuis sa défaite en ouverture de la saison à Koulikoro face au Niana 2-1, le COB carbure et s'installe au pouvoir dans la poule A. Le stade malien de Bamako, ténaillé par le pressing des Koulikorois de Dougolofila, entre timidement dans la rencontre avant de se libérer à la 19e minute. Moussa Koy Diallo, en 2 temps, trouve l'ouverture du score sur un service du capitaine Mamadou Koulibaly. Ce résultat, à l'avantage des Blancs, nous conduit à la mi-temps. Au deuxième acte de jeu, les visiteurs, toujours sans repère sur la pelouse, encaissent un deuxième but à la 53e minute par Chi Amadou Samake, seul face au gardien. Le CS Dougolofla décide de jouer son va-tout. À la 66e minute, Bakary Koulibaly, entré en cours en véritable renard de surface, réduit le score 2-1. Et 2 minutes plus tard, Noum Kone égalise de la tête sur un coup franc de Bengali Sanogo. Le CS Dougolofla vient de marquer 2 buts en 2 minutes à la meilleure défense de la poule A. Le Stade malien de Bamako a réalisé une mauvaise affaire au cours de cette 7e journée. Ce match nul arrive à 1 semaine du tour de cadrage aller de la Coupe de la Confédération face aux Fils du Maroc ici à Bamako. On en vient au dossier culture de ce soir. Cheikh Oumar Sangaré nous fait visiter le fort de Médine dans la région de Caille, l'un des plus impressionnants ouvrages militaires de la période coloniale. Le fort de Médine est devenu patrimoine national du Mali depuis 1992. Allons donc à la découverte de cette merveille. Médine est un village fondé par Hawa Demba Diallo au début des années 1800. Mais le nom Médine en tant que tel serait donné à la localité par un marabout mauritanien du nom de Cheikh Sidiya Ould Kébir. Ce tournant, le marabout était parti à la Mecque en pèlerinage et à son retour, il est venu, il a construit la mosquée en 1812. C'est le même marabout Cheikh Sidiya Ould Kébir qui a donné le nom de Médine à ce village en souvenir de Médine, l'Arabie Saoudite. Quand le train est arrivé à Bamako en 1906, il y a des gens qui ont quitté Médine et Caille pour aller travailler au chemin de fer à Bamako. Ce sont eux qui ont fondé Ménékora de Bamako. Médine est une localité riveraine du fleuve Sénégal. C'est ce qui explique des échanges commerciaux via le fleuve avec la ville de Saint-Louis au Sénégal, d'où la présence des ruines des magasins commerciaux. Le premier Français à débarquer ici en 1828 s'appelait Ferdinand Duranton. Avec un bateau marchand, il longeait le fleuve Sénégal. Arrivé ici, il a été suivi par Médine à cause de sa situation géographique, puisqu'il était marchand, explorateur et même espion de la France à l'époque. Donc pour mieux consolider les rapports entre la France et le royaume de Kasso, Duranton a épousé la fille du roi qui s'appelait Sayoba Diallo. Le premier mariage mixte entre les souverains français. De cette union sont nés 3 enfants, Philippe, Charles et Marie. Les 2 garçons sont morts en France. C'est Marie qui est décidée par suite de Palu pour y reposer ici. En 1855, le général Faidherbe aurait acheté le terrain du fort avec la famille royale à 5 000 francs plus un cadeau annuel de 1 200 francs de l'époque. Le colon installa alors un impressionnant ouvrage militaire couvrant plus de 4 hectares. Le fort comporte entre autres le mess des officiers, la poudrière, la prison, le vieux puits qui alimentait le fort en eau potable. Le tout entouré par une impressionnante muraille en pierre avec ses 4 mitrailleuses installées aux 4 coins. Le fort de Médine comprend également des infrastructures associées comme le poste de contrôle de 8 mètres de haut appelé tour de guet, le cimetière militaire ou encore les marigots dessémés surcreusés pour augmenter les obstacles naturels d'accès au fort par d'éventuels assaillants. Médine, c'est aussi un symbole du commerce humain. En effet, les esclaves étaient attachés au fer enfoncé dans les poteaux du grand hangar appelé le marché aux esclaves. Une fois vendus, ils étaient transférés dans la prison avant d'embarquer à bord des bateaux militaires pour un voyage sans retour. Ce bateau de retour a ramené malheureusement les esclaves vendus et qui atteignaient momentanément ici. Et c'était avec horreur, désolation, beaucoup d'émotions et larmes aussi, qu'on peut voir les pauvres esclaves enchaînés partir pour un voyage sans retour. Et c'est pourquoi on appelle ici la mauvaise porte, d'aucuns de la porte non-retour.
Le fort de Médine fut érigé en patrimoine culturel national en décembre 1992 et est en voie d'être classé patrimoine mondial. Il vient d'être restauré par le gouvernement. Les travaux ont débuté le 16 décembre 2006 et réceptionnés provisoirement en décembre 2015. À suivre après ce journal, votre émission Action gouvernementale. Yaya Konaté et Sidiki Dambélé reçoivent ce soir le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Ousmane Koné fera le point des actions menées par son département et évoquera les difficultés ainsi que les perspectives. À suivre donc juste après ce journal. Merci à vous d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Demain, 10h et 13h, retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga, 18h et 20h, Amadou Sankaré. Passez une bonne soirée et bonne reprise demain.